c'est l'entretien qui va venir la chercher. Parce que d'autres qui ont des choses à expliquer. Oui. Il y a un premier préposé qui rentre dedans, qui lui, il va balayer le plancher, il va faire la vérification des tests d'air, voir s'il n'y a pas de fuite d'air, il vérifie le klaxon. Le deuxième préposé rentre le véhicule à l'intérieur, fait le plein de diesel, il vérifie tous les niveaux de liquide, il vérifie les pneus, il vérifie les roues, il vérifie toutes les lumières intérieures, extérieures. Un troisième préposé, lui, lave le plancher, puis il vide la boîte à argent qui est ici, dans la voûte, jaune orange en arrière de vous. Le quatrième préposé, à tous les soirs, les contremaîtres, il y a une feuille qui sort pour chaque véhicule, savoir si c'est un véhicule qui a une réparation à faire. Si c'est une réparation majeure, le véhicule il est stationné dans les stationnements dans les autres directions. Des réparations mineures, il peut sortir sur une courte durée. Puis dépendamment du temps qu'ils ont besoin, c'est le stationnement de la façon que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? C'est ça. Peut-être que c'est une usure normale, mais peut-être que c'est une usure prématurée due à l'usure du moteur. Ah, au moteur, OK. Il y a toujours une cause à effet, de toute façon. Oui, habituellement, oui. OK. Fait que ça, c'est pour ça que les moteurs, ça s'est bien entretenu. Puis ça accroche. On est loin des années 70, où ça boucanait, puis que c'était pas grave. Si on mettait de l'huile, ça coûtait moins cher. Les consommations d'huile, ça l'a. Ça, c'est les piles. C'est 500 $. Nous autres, quand il est usé, on l'envoie réchapper. Eux autres le boffent comme ça. Ah, OK. Là, ils nous recollent une semelle de même dessus. Là, ils mettent en arrière. Là, on les remet en arrière. Là, c'est pour l'échappage. Ils ont oublié de mettre une petite patch à l'intérieur. Fait que l'air s'est faufilé entre le tube et la caissine ici. Il a fait une bosse, il a explosé. C'est hauteur, c'est fait à hauteur aussi. Alors, on a du Recaro. Ça, c'est USS. Ça ressemble beaucoup au Recaro. Mais c'est à peu près la même qualité. Mais l'autre, le siège qui est au Québec, c'est un siège qui est vraiment plus d'ajustement. Au lieu d'être sur des bouchines, c'est des dérives partout. C'est vraiment le top. Là, mais plus. Pas 400 certains. 400 litres. Ah, ouais. 400 litres de fuse. Généralement, on est bon pour une journée et demie. Ils prennent pas de chance, ils vont toujours les remplir à chaque soir. Quand vous rentrez sur le pit en avant, là, ils font l'inspection, ils passent dans le laveur, puis c'est là qu'ils vont le fueler. Parce qu'on passe en moyenne à peu près 200 000 litres de fuel par mois en consommation. Ici, dans le fond, on a fait un petit pedigree de chaque véhicule qu'on a là. Ça, c'est notre plus vieux véhicule qu'on a encore en service. C'est un 1992. Le poids, ça pèse 26 000 livres. On a un moteur Détroit, je sais pas si on connaît un peu mécanique. On a un moteur Détroit diesel 2 temps. C'est assez rare, il en reste plus beaucoup sur la route. Puis on a une consommation épouvantable de 81 litres au 100. 97, on a encore un moteur Détroit diesel, mais on tombe avec un moteur 4 cylindres, mais 4 temps. On a à peu près la même cylindrée, parce que là, on a 8,5 litres, l'autre on avait 9 litres de moteur. Et là, on a 4 cylindres, donc on a des plus gros pistons,
mais jusqu'à 10 cylindres. Là, déjà, la consommation, on tombe 20 litres en dessous. Là, c'est en fait 64 litres au 100. C'est encore beaucoup, là, vous allez me dire. Là. Mais pour un véhicule de ce poids-là qui fait de la ville, là, c'est quand même bien. C'est nos premières séries de véhicules avec des antipollutions sur les moteurs. Vous voyez, la consommation n'est pas vraiment meilleure que l'autre à côté. Pourtant, il y a plus que 10 ans entre les deux véhicules. Mais la différence, c'est au niveau du poids, le véhicule est un peu plus pesant. Plus on avance en année, plus ils sont pesants. À cause de la structure qui est toute en stainless. Puis en plus, sur les hybrides, on a les batteries qui sont très présentes, ceux qui sont sur le poids du véhicule. Bonjour. Mon nom c'est Alain, je suis électricien de véhicule ici. Ça, c'est un modèle hybride. C'est un modèle hybride, c'est pour ça que je suis là un petit peu pour vous le présenter. C'est un véhicule qu'on a en service depuis l'année passée. Pas celui-là, celui-là c'est un véhicule récent, il n'est pas plaqué encore, seulement va aller sur la route. C'est un véhicule qui vaut maintenant 800 000 $. C'est 250 000 $ juste pour le côté hybride du véhicule, que la majorité des accessoires, les items qui gèrent la puissance sont sur le toit. On rajoute 2500 livres de pesanteur sur le toit du véhicule. On va se retrouver avec un moteur 6 cylindres encore, mais c'est beaucoup plus petit. C'est la même grosseur que dans les pick-up Dodge avec équipé d'un moteur Cummins. C'est le même moteur. Sauf que nous, il fonctionne sur le 24 volts au lieu du 12 là, pour ce qui est des accessoires. Il va partir avec la génératrice et non pas le démarreur standard. Le démarreur standard, on en a un, mais il n'est pas utilisé à moins d'urgence. On est capable de le faire fonctionner. C'est la génératrice du moteur qui est couplée avec qui va faire démarrer le moteur. Et puis en dessous du grand panneau qui est ouvert sur le côté. Ce boîtier-là qui pèse 750 livres, il est équipé de 16 tiroirs de 96 batteries, grosseur C, un peu comme la lampe de poche. Il y a 1536 batteries au total. On peut avoir jusqu'à 633 volts à l'intérieur de disponible. Lorsque le moteur tourne, la génératrice qui est en rose fournit un courant alternatif, un triphasé qui va monter jusqu'à 600 volts. De 0 à 600, il est variable. Il va monter notre courant via une boîte de gestion de haut voltage, il va l'accumuler dans les accumulateurs d'un batterie. Lorsque le chauffeur va peser sur l'accélérateur, le courant va redescendre, mais maintenant sur le boîtier moteur qui se trouve être comme dans l'ancienne transmission. C'est ça qui va faire avancer le moteur. Vu qu'il n'est pas couplé ensemble au niveau de sa puissance, on appelle ça un système en série. Et qu'on pourrait arrêter le moteur, je serais capable d'avancer les roues seul sans que le moteur tourne. Sauf que nous, encore, on a deux accessoires qui sont couplés après le moteur, qui sont avec le compresseur à l'air et un moteur, une pompe hydraulique qui fait que le moteur, il faut qu'il continue de tourner. Mais lorsqu'un jour, on aura l'option sur le toit de l'espace est libre, que tout ce qui est accessoire va pouvoir être nourri par du courant alternatif au voltage, on n'aura plus besoin que le moteur tourne. On va pouvoir arrêter un stop, le moteur va arrêter, on va pouvoir repartir, mais à un moment donné, le moteur diesel va pouvoir réembarquer. Moi, c'est Luc. Ouais, Ici, on fait la lavage intérieure au complet. Là, pas de moteur. oui, ben, il y a le moteur, mais il y a deux choses qui se faisaient. Il y a l'intérieur au complet. OK. On fait tout l'intérieur. Là, on lève l'autobus à l'intérieur. OK. Puis on lave tout en dedans, avec la haute pression et tout. Là. Vous êtes du côté des préposés ici, préposés à la signalisation, préposés à l'abribus. J'ai sorti le squeegee du plancher parce que je trouve ça, c'était inventé par nous autres. Vous ne trouverez pas ça ailleurs, ça a été fait ici. Pourquoi j'ai sorti ça? Parce qu'on économise beaucoup d'eau en ayant inventé cette machine-là. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler ici comme préposé, à 7 h le matin, il n'y a plus de véhicules dans la remise. La remise est vide de véhicules. En hiver, il y a une slush, une épaisseur, tu ne peux pas t'imaginer. Fait qu'on lavait ça avec un boyau de 2 pouces, puis en plein centre, puis avec un caniveau, on envoyait toute la gravelle là, puis la slush. On dépensait 20 000 litres d'eau par jour. Puis du temps aussi. Pardon? Puis du temps aussi. Puis du temps aussi, oui. On était 4 préposés, puis ça durait entre 4 et 5 heures. C'est pas ça, on a aussi. On a pris un vieux transport adapté qui s'en allait au rebut. On l'a modifié. On a rentré 2 tanks d'eau à l'intérieur de 1000 litres. Ça agit comme un peu comme une Zamboni. Mon chum, il part avec le camion, puis il répand l'eau.
en tournant en rond vers le caniveau. Après qu'il a fait un tour, moi je pars avec le squeegee à rond, puis je ramène tout le stock vers le centre. Ça nous prend 1 heure. La charrue est pour nettoyer le devant des abribus qui n'a pas de trottoir. Comme j'ai dit tantôt, on n'embarque pas sur les trottoirs pour ne pas défaire l'ouvrage que les chenillettes ont fait. Pour l'été, en arrière, on a un bidon de 1000 litres avec une machine à pression de 4000 livres pour nettoyer les graffitis, nettoyer les vides d'abribus, les planchers d'abribus ou les dégâts. Ce qui m'amène au vandalisme. À Sherbrooke, on a beaucoup de vandalisme sur nos abribus. On a 197 abribus sur le territoire de la Société de transport de Sherbrooke. J'ai pris 2 vitres les plus communes qu'on change régulièrement, qu'on se fait casser. Une vitre à 500, une vitre à 200. Là-dessus, ça ne comprend pas la main-d'œuvre. Le vandalisme de vitres dans une année, on parle à peu près, que je me suis fait dire ce matin, de 10 000 par année pour remplacer les vitres. Ça, encore une fois, j'ai pas le coût avec la main-d'œuvre. Au sol, de ça. Ensuite, j'enlève l'adapteur, je collecte mon poteau de 8 pieds après avec des bottes. Pendant ce temps-là, mon chum, lui, finit la signalisation sur la plateforme. Si j'ai un poteau accidenté ou avec des oreilles, avec des grippes après, je pince le poteau dans la partie la plus mince. Je me collecte sur mon petit compresseur que j'ai Canadian Tower à l'intérieur. Puis je pince sa planche, puis je regarde le poteau sortir. C'est un véhicule qui contient 15 personnes au maximum. Je peux mettre à l'intérieur 5 personnes en fauteuil roulant. Et au maximum, si je peux mettre 4 fauteuils roulants et là je baisse les banquettes, on va le voir à l'intérieur, on va pouvoir rentrer. Ou là je monte au maximum à 15 personnes. Oui, ils ont travaillé poigné, puis c'est le dernier modèle, effectivement. Là-dessus. Nos systèmes informatiques font en sorte qu'on sait où sont les véhicules, la vitesse de croisière. Aussi, c'est en retard en avance. Quand un véhicule est très en retard, souvent sur la même ligne, on peut dire, bon, au niveau de la planification, bien, il faut rajouter du temps. Mais c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. On va avoir des changements pour rajouter du temps sur certaines lignes, l'enlever, pour améliorer les correspondances de 1. L'autre chose, si j'ai une raidlette qui appelle, juste ici, j'ai la même affaire en haut, là, je l'ai en plus petit ici. J'ai la ligne 14 ici, là. Fait on regarde l'université à gauche, puis l'autre bout, c'est ce cégep. Fait que je vois tous les autobus qui sont en ligne 14, j'ai le numéro d'autobus, la vitesse, puis ils disent que l'arrêt planifié devrait arriver à 14h35 au cégep. Puis son heure d'arrivée, en réalité, c'est pas l'heure planifiée, c'est l'heure réelle, c'est pas sur GPS. À ce moment-là, moi, s'il y a une tempête de neige, si je vois un véhicule qui est en retard de 20 minutes à cause de la tempête de neige, puis je vois qu'un véhicule qui le suit en arrière, je peux dire, oh, donne ton monde, puis je vais te replacer. Dans ce cas-là, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait 2 véhicules qui suivaient. Les chauffeurs ne peuvent pas le savoir non plus parce qu'ils ne se voient pas. Avec les systèmes comme ça, on peut se voir. L'autre chose, comme je disais, pour la planification des prochaines années, ça va être facile d'améliorer notre réseau. Parce qu'avant, on ne pouvait pas avoir aucune donnée. C'est des données qu'on faisait des essais routiers qu'un véhicule sur la route, ça prend 5 minutes. Dans ce cas-là, on peut prendre 50, 100 voyages, puis on fait une moyenne. Oh, ça prend vraiment tant de temps dans telle situation, telle heure. Mais